Je m'appelle Maurice Guibard, je suis avec la Société historique francophone de la Colombie-Britannique ici à Vancouver. Il existe en Colombie-Britannique des centaines de lieux toponymiques qui portent des noms tout à fait français, mais qui n'ont rien à voir avec la francophonie actuelle dans la province. Certains remontent jusqu'au 17e siècle, donc à la période des Huguenots, donc des protestants français qui se sont échappés de la France vers l'Angleterre pour sauver leur propre vie au moment des guerres de religion en France. D'autres remontent encore plus loin dans le temps, au moment où la cour de l'Angleterre avait le français comme langue. Donc, on remonte jusqu'à la période des Plantagenets, donc jusqu'au 11e siècle. Donc, on voit quand même des noms et des Huguenots et de la période des Plantagenets qui descendent jusqu'à nous et dont certains lieux portent les noms, mais qui n'ont rien à voir avec les francophones. Ces gens, une fois arrivés ici, étaient déjà anglophones. Voici ce que nous allons faire. Je vais vous donner des noms de lieux français et c'est à vous de deviner s'ils sont francophones ou pas. Donc, commençons. Le premier, c'est le village de Cache Creek, donc dans la région Thompson-Nicolas, à l'ouest de Kamloops. Cache Creek, c'est d'origine francophone ou non? Et voilà, c'est un oui. En français, une cache, bien sûr, c'est un endroit où l'on cache ou bien on entrepose des vivres ou des choses qu'on ne veut pas laisser à découvert. Donc, pendant des décennies, les historiens locaux signalaient donc la présence de la rivière de la Cache et on supposait que des francophones, chercheurs d'art, voyageurs, etc., auraient bel et bien laissé une cache. Et voilà, les archéologues en ont trouvé une petite cache souterraine ayant la forme d'une bouteille qui aurait pu tout à fait servir d'entreposage discret. La preuve y était bel et bien. Ensuite, le village de Pousse-Coupé. Celui-ci dans la région de la rivière de la Paix ou de la rivière Peace, dans le nord-est de la province. Pousse-Coupé, francophone ou non? Dans ce cas, c'est un non. Le village aurait d'abord porté le nom d'un chef autochtone du nom de Pousse-Capi. Et à un moment donné, un francophone est arrivé et a francisé ce nom-là pour en faciliter la prononciation par les coureurs des bois francophones dans ces contrées. Et c'est devenu Pousse-Coupé. Mais il n'y a jamais eu personne qui s'est coupé le pouce à un tel point où le site mériterait ce nom. Et en fait compte, les résidents anglophones de ce village le prononcent aujourd'hui Pousse-Coupé. Il existe tout près de l'aéroport de Vancouver une grande île aujourd'hui industrielle qui s'appelle Annacis Island. Donc Annacis Island, c'est francophone ou non? Et oui, c'est bel et bien français. Annacis Island rappelle l'un de ses propriétaires historiques, un dénommé Noël Annance. Chose fort intrigante, il était un Abénaki, donc Première Nation du Québec, qui a eu la chance de recevoir une très bonne éducation dans les collèges religieux dans l'est du pays. Il avait déjà été embauché par la Compagnie de la Baie d'Hudson pour travailler comme commis du fait qu'il était très bien formé en commerce. Et voilà, quand il est arrivé ici, il était probablement l'homme le plus éduqué dans tout le territoire qui deviendrait la province. Donc, qu'en est-il advenu? Ce qui est regrettable, c'est que son indianité l'a empêché de progresser vers l'intégration qu'il a toujours voulu vivre dans son parcours, même s'il était reconnu par les gens de la Compagnie de la Baie d'Hudson comme un Indien très intelligent. Mais voilà, donc, l'île d'Annance, Annance's Island, est devenue Annacis Island. Notre site suivant, la région Yellowhead. C'est dans les Rocheuses de la Colombie-Britannique, à l'ouest de Jasper, donc dans le secteur centre-est de la province. Yellowhead, francophone ou non? Bien sûr que c'est francophone, même si ça sonne anglais.
Ce nom rappelle Pierre Bostonnet, qui était un métis iroquois francophone qui conduisait en 1819 une équipe de la Compagnie de la baie du Son à travers le col dans les Rocheuses qui porterait éventuellement son nom. Et son nom, c'était quoi? Donc, ses voyageurs, ses compagnons voyageurs francophones le surnommaient Tête jaune en raison du fait qu'il était blond. Au fil des années, le nom Tête jaune a été anglicisé à Yellowhead, mais reste qu'il existe toujours la petite communauté Tête jaune Cache que les résidents anglophones prononcent maintenant Tijun. C'est comme ça. On se dirige maintenant vers l'Okanagan, plus au centre-sud vers Vernon. On se rend compte que l'un des noms de cette région, c'était celui de White Valley. White Valley, c'est français ou non? En fait compte, oui. La vallée dans laquelle est située la ville de Vernon actuelle fut d'abord appelée Priest Valley, en l'honneur des Pères Oblats, qui étaient très importants et nombreux dans ces contrées-là. Éventuellement, c'est plutôt le nom de White Valley qu'on a assigné à la vallée de Vernon, du fait qu'il y avait un pionnier nommé Georges Leblanc, et on a traduit son nom de famille, Leblanc, à White. Donc, c'était la vallée de Leblanc qui est devenue la vallée White Valley. Et voilà! Dans la région centre-sud de la province, on trouve une rivière qui porte le nom Pan d'Oreille. Pan d'Oreille, c'est francophone ou pas? Oui, c'est absolument francophone. C'est un affluent du fleuve Columbia qui coule surtout dans les États de l'Idaho et du Washington. La rivière prend son nom de la tribu américaine, les Pans d'Oreille, qu'on appelle aussi les Kalispel, et qui auraient d'abord vécu au Canada avant de se diriger vers ces États, y compris le Montana. Le nom leur fut donné par des trappeurs et des coureurs des bois francophones du fait qu'ils portaient tous des gros coquillages à leurs oreilles. Aujourd'hui, comment on le prononce? Pan d'Oreille. Et maintenant, on passe au lac Alouette, donc au nord de la ville de Maple Ridge, dans le Grand Vancouver. Le lac Alouette, c'est francophone ou non? Mais non, il n'est pas francophone. Ce lac portait auparavant le nom de l'Inuit Lake, et on connaît la petite ville et aussi un lac, l'Inuit, plus grand dans cette région-là, dans le parc Garibaldi. Donc, à un moment donné, pour éviter le dédoublement de nom, on a rebaptisé le plus petit, celui de Maple Ridge, du nom d'Alouette, car ce deuxième nom rappelait tout simplement le premier, mais il n'a rien à voir avec les francophones en Colombie-Britannique. Et on poursuit. L'un des noms francophones les plus connus en Colombie-Britannique, quant au lieu, c'est Lac-la-Hache, qui est un village et un lac, donc au nord de 100 Mile House, dans la région du Caribou. Lac-la-Hache, francophone ou pas? Eh bien, c'est absolument francophone, mais avec une explication des plus simples. On aurait trouvé une hache qui aurait été perdue par un qu'chercheur d'art ou un francophone, de toute façon, qui l'aurait échappé dans le lac à travers la glace. Une autre histoire indiquerait qu'un mulot, maintenant avec une charge de hache, serait passé sur le lac glacé, là aussi, et aurait laissé tomber une hache ou le lot entier dans le lac. Bon nombre de personnes tentent plutôt à éviter cette deuxième explication, mais reste qu'il y a une hache, donc le lac La Hache. Allons donc maintenant dans l'île de Vancouver vers la petite communauté nommée Merville. Donc la mer et ville. Donc c'est au nord de Courtenay. Merville. Francophone ou non? Et oui, à sa façon. Donc, la communauté aurait été développée par des soldats à leur retour de la Première Guerre mondiale. Ces soldats canadiens auraient fait partie du premier groupe de Canadiens à traverser la Manche vers la France, et le premier quartier général de l'armée française au nord de Caen se situait dans la petite ville française de Merville. Donc, le nom a été tout simplement transposé ici en Colombie-Britannique. Et voilà son lien. Allons maintenant vers le nord-ouest de la province, aux îles Polkinghorne,
au nord-est de Port McNeill pour y trouver la Pointe Fantôme. C'est francophone ou pas? Désolé, mais non. Le navigateur Charles de Polkinghorne, d'où le nom de ces petites îles, était le capitaine d'un navire portant le nom de Fantôme, tout comme en français, Fantôme. Et ce bateau a navigué de 1839 à 1864. Mais voilà qu'à un moment donné, on tirait des noms de navires pour les donner à des lieux toponymiques en Colombie-Britannique. Et voilà, Pointe Fantôme existe bel et bien, mais n'a rien à voir avec la francophonie. Nous pourrions poursuivre pendant plusieurs heures à passer les centaines de noms et à déterminer leurs origines en fin de compte, mais en attente d'un second volet de cette chronique, je vous en présente un tout dernier. Et voilà, c'est la ville de Kaslo, dans les Kootenays, qui s'écrit K-A-S-L-O. Kaslo, francophone ou non? Et la réponse, on n'est pas certain. Voilà. L'explication voudrait qu'un chercheur d'art du nom de Jean ou John Kaslo, donc K-A-S-L-E-A-U, ou bien Kaslo, avec les lettres que vous voulez, soit arrivé là avec une équipe de la compagnie de la baie d'Hudson en quête d'un gisement de plomb avec lequel ils voulaient fabriquer des cartouches. Mais une autre théorie indique que le nom serait plutôt autochtone, donc Kasolo, qui représentait un type de mur qu'on pouvait cueillir dans ces régions-là. Et voilà. Donc, vous pouvez voir qu'une question aussi simple que est-ce francophone ou non, ça ne donne pas nécessairement des réponses aussi simples. Donc, à la prochaine et heureuse découverte, francophone ou pas.